Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vieuthaz et vous écoutez Trait d'Union. L'Union européenne, vous trouvez que c'est trop compliqué ? Alors vous êtes au bon endroit, vous allez tout comprendre. Avant de commencer, je vais prendre quelques secondes pour remercier Stéphane, Léa et Alexis qui ont soutenu le podcast en m'offrant des cafés sur Buy Me a Coffee. Un joli nom pour faire un petit don de 3 € ou plus. Si vous aussi voulez me soutenir, le lien est dans la description. Sachez que les fonds récoltés m'emmèneront en reportage à Strasbourg pour parler traduction. La France et l'Allemagne sont proches et relèvent ensemble les défis. La phrase a été tweetée par Olaf Scholz, le chancelier allemand, accompagné d'une photo aux côtés d'Emmanuel Macron, juste après leur tête-à-tête, organisé en urgence mercredi 26 octobre. À en croire ce tweet, officiellement, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le couple franco-allemand. Pardon de venir casser l'ambiance, mais cette réunion décidée à la dernière minute arrive quand même après des mois de refroidissement des relations entre la France et l'Allemagne. Elle arrive aussi après l'annulation d'un conseil des ministres franco-allemands, reporté à l'année prochaine alors qu'il y en a d'habitude un par an, et juste après un conseil européen où Emmanuel Macron et Olaf Scholz n'ont pas mâché leurs mots. Souvenez-vous, c'était dans l'épisode précédent. Nous devons absolument préserver notre unité d'action face à la crise, unité financière et unité politique dans le contexte de guerre que nous connaissons. Je vais travailler avec, entre autres, le chancelier Scholz. Je pense que ce n'est pas bon ni pour l'Allemagne ni pour l'Europe qu'elle s'isole. Et donc, il est important que sur des propositions qui font l'objet d'un assez large consensus, on puisse trouver une unanimité. Réponse d'Olaf Scholz, le Premier ministre allemand. Nous sommes le plus gros soutien de l'Europe, dit-il. On finance 26% de son budget et on a développé de nombreux mécanismes de solidarité, notamment pendant la crise Covid. C'est lors de ce fameux conseil tendu que la réunion entre les deux hommes a été décidée. Une réunion de 3 heures, dont 30 minutes en tête-à-tête, pour aplanir les dissensions d'urgence. Il y a un certain nombre de différences entre la France et l'Allemagne actuellement, et il n'a pas été jugé raisonnable de discuter de ces sujets dans un cercle plus étendu à l'ensemble des ministres. Il a été jugé sans doute préférable de le faire en plus petit comité entre le président français et le chancelier allemand. Marie Krpata est chercheuse au CERFA, le comité d'études sur les relations franco-allemandes, à l'Institut français des relations internationales. C'est à elle que j'ai posé mes questions pour cet épisode. Nous avons donc une réunion de couple après des mois d'éloignement, et on peut dire que tout a plus ou moins commencé avec la guerre en Ukraine. Premier acte, l'Allemagne prend conscience qu'elle doit investir dans son armée. Avec Olaf Scholz qui a tenu son discours le 27 février dernier devant le Bundestag, le discours de la Zeitenwende, du changement d'époque, où il s'est engagé à porter les dépenses en matière d'armement à 2% du PIB et à créer un fonds spécial pour moderniser l'armée allemande, la Bundeswehr, un fonds spécial de 100 milliards d'euros. 2% du PIB pour l'armée, c'est ce que demande l'OTAN, mais jusqu'à présent, on n'y était pas vraiment. Puisqu'au cours des 25 dernières années, il y a eu un sous-investissement dans l'armée allemande. Donc le fait de porter les dépenses en matière d'armement à 2% et de créer ce fonds spécial, c'est quelque part aussi rassurer les partenaires européens et le partenaire transatlantique et de prendre des responsabilités qui sont proportionnelles au poids économique et au poids démographique de l'Allemagne. Sur le coup, la France est plutôt contente, ravie de ne pas assurer seule son rôle de puissance militaire de l'Union européenne. Mais elle déchante très vite, car les Allemands décident de se tourner vers les États-Unis pour s'équiper. Et le 14 octobre, Olaf Scholz lance un projet de bouclier antimissile en s'alliant à 14 pays membres de l'OTAN, alors que la France milite depuis de longs mois pour une défense européenne. Vous imaginez bien l'affront. D'un point de vue français, la question qui se pose, c'est comment ces moyens seront-ils engagés ? Est-ce qu'ils seront engagés sur le plan de la défense européenne en favorisant le financement de capacités européennes, ou est-ce que même des projets franco-allemands pourront en bénéficier, ou est-ce que
Ce seront d'autres bases industrielles, notamment la base industrielle américaine, mais également israélienne ou de Corée du Sud, qui bénéficieront de ces financements-là. Autre point de tension, l'énergie et le gaz. Et pour bien comprendre, il faut remonter un peu en arrière, avant la guerre en Ukraine. L'Allemagne prépare alors sa transition énergétique. L'Allemagne avait pour ambition de passer de 40% d'énergie renouvelable à 80% d'ici 2030, en sortant du nucléaire d'ici la fin 2022, en sortant également du charbon d'ici 2038 et possiblement avant d'ici 2030, avec cette énergie de transition qu'est le gaz, et donc en se rendant encore plus dépendante du gaz russe. Quand la guerre commence, l'Allemagne dépend à 55% du gaz russe. Vous le voyez venir le problème ? Elle a réussi à réduire cette dépendance à 35%, mais elle a été prise dans un piège géopolitique. Aujourd'hui, l'Allemagne a tiré la leçon de cette dépendance. Robert Habeck, le ministre de l'économie, a dit que l'Allemagne avait commis une erreur stratégique en se rendant dépendante de la Russie à ce point. Aujourd'hui, l'Allemagne cherche à se diversifier en cherchant des fournisseurs alternatifs aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Arabie saoudite, en construisant des terminaux LNG. Et là, on comprend mieux pourquoi elle ne veut pas d'un plafonnement des prix du gaz. L'Allemagne n'est pas en faveur d'un tel plafonnement parce qu'elle pense que cela pourrait avoir de mauvaises incitations et que les fournisseurs énergétiques se tournent vers de nouveaux clients si on met en place un plafonnement. Elle n'est pas la seule à penser ça. Il y a également les Pays-Bas et la Hongrie qui sont contre un tel plafonnement. Plafonnement demandé par la France notamment. Ça fait un nouveau point de tension. Et puis, il y a l'histoire des fameux 200 milliards d'euros empruntés par l'Allemagne seule pour soutenir son économie dans cette période d'inflation et d'explosion des prix de l'énergie. L'Allemagne qui a oublié de prévenir ses petits partenaires européens. Autant vous dire que là non plus, ça n'a pas vraiment plu à la France. Mais là encore, il y a des explications. Olaf Scholz fait face à de nombreuses pressions qui expliquent aussi les choix qu'il a faits, les décisions qu'il a prises, avec des industries particulièrement énergivores comme l'acier et la chimie, donc l'acier avec ThyssenKrupp et la chimie avec BASF, qui sont fortement impactés par la hausse des prix énergétiques et par la question de la sécurité énergétique. Donc je pense qu'il faut aussi comprendre ces nombreuses pressions. L'Allemagne n'est pas la seule à avoir déployé des moyens pour sauver ses ménages et pour sauver ses industries. La France aussi a eu un bouclier qu'elle a déployé. Donc il faut aussi comprendre ça. Alors effectivement, les critiques qui fusent contre l'Allemagne, c'est que tous les États membres n'ont pas forcément les mêmes moyens à disposition. Et ce qu'on peut regretter, en tout cas, c'est que ces décisions n'aient pas fait l'objet de concertation en amont avec les autres États membres de l'Union européenne. Tous ces éléments permettent de mieux comprendre pourquoi Olaf Scholz joue perso, entre guillemets, et pourquoi ça coince avec la France. Et puis après tout, avec l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est, on peut se demander si le moteur franco-allemand a encore lieu d'être. Est-ce que ce n'est pas finalement une vision romancée qu'on a, nous, côté français ? La question mérite d'être posée, mais certains y croient encore, comme Charles Michel, le président du Conseil européen, interrogé lundi 24 octobre sur France Inter. C'est certain, c'est la relation entre la France et l'Allemagne, elle est très importante pour l'Union européenne. On a besoin de cette confiance mutuelle, de cette solidité dans la relation. Oui. C'est aussi le cas outre-Rhin. Le fait que en France, on en parle beaucoup, que les médias en parlent beaucoup, ça fait réagir en Allemagne. Il y a beaucoup d'interrogations sur les dissensions qu'il peut y avoir. Je pense qu'Olaf Scholz est lui-même critiqué aussi au sein de sa propre coalition. Courrier International a traduit un article du Süddeutsche Zeitung, pardon pour l'accent, mais j'ai fait anglais-espagnol moi en cours, qui fustige l'attitude d'Olaf Scholz à l'égard de la France. Je vous mettrai le lien dans la description, mais je vais vous en lire un extrait. Nous avons toujours été certains que le couple franco-allemand serait à la barre pour sortir le continent de ce genre de crise. Le chancelier allemand doit à présent veiller à ce que cette certitude n'aille pas s'ajouter à toutes celles qui ont volé en éclats cette année. Cet été, Olaf Scholz a prononcé un discours sur l'Europe dans lequel il accordait à peu près autant d'importance à la France qu'à Monaco. Emmanuel Macron est désormais vexé. Cela ne tient pas seulement à sa vanité, car ailleurs aussi, on se plaint de plus en plus des initiatives isolées de la part de Berlin. La dernière en date,
concerne la politique chinoise de l'Allemagne. Avec Olaf Scholz qui ne s'oppose pas à ce que l'armateur chinois COSCO prenne une participation dans un terminal de conteneurs sur le port de Hambourg notamment, ce qui est critiqué par le FDP et par les Verts également. Et ce qui interroge aussi sur la cohérence de la politique allemande, parce que dans le contrat de coalition, il est écrit qu'on souhaite une approche européenne par rapport à la Chine. Donc on peut aussi se demander pourquoi Olaf Scholz, début novembre, se rend en Chine tout seul et ne se rend pas en Chine avec Emmanuel Macron, avec d'autres partenaires européens. Et en parallèle, Annalena Baerbock, qui est la ministre des Affaires étrangères, avec le soutien du ministre de l'Énergie et de l'Économie, Robert Habeck, travaille sur une stratégie Chine pour rendre les entreprises allemandes moins dépendantes par rapport à la Chine. Donc, il y a une question autour de la cohérence au sein de la politique allemande en général, et donc Olaf Scholz est critiqué, y compris sur le plan intérieur. On a l'impression qu'avec la guerre, l'Allemagne, qui doit subir plusieurs crises, ne sait plus comment avancer ses pions. Nous sommes dans une période de grands bouleversements. Mais je me suis aussi posé la question si ces dissensions dans le couple franco-allemand n'étaient pas liées aux personnalités d'Olaf Scholz et d'Emmanuel Macron. Le second est plus volubile, il veut beaucoup pour l'Union européenne. Olaf Scholz, lui, est décrit comme discret, pragmatique. Est-ce que ça serait arrivé avec Angela Merkel ? Parce que j'avais l'impression qu'ils s'entendaient mieux quand même. Pourtant, on l'a oublié, mais la chancelière avait déjà mis quelques stops à Emmanuel Macron à l'époque. Sous Angela Merkel, il n'y a pas eu énormément de changements à l'échelle européenne. On se souvient du discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne en 2017, où il a fait un certain nombre de propositions sur les réformes au sein de l'Union européenne, et Madame Merkel ne lui a pas donné suite. Madame Merkel était préoccupée par des questions de politique intérieure et la formation d'un gouvernement qui avait duré plusieurs mois. Donc à l'époque, on avait beaucoup reproché à l'Allemagne de ne pas donner suite aux propositions faites par Emmanuel Macron, que ce soit lors de son discours à la Sorbonne, mais également devant l'école de guerre. Donc il y avait une certaine stagnation à l'époque. Donc je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Donc avec Olaf Scholz et le gouvernement SPD, Verts et FDP, on a quand même un gouvernement qui est pro-européen, qui a écrit le terme de souveraineté européenne dans le contrat de coalition pour faire écho aussi au terme autonomie stratégique qu'appelle de ses vœux Emmanuel Macron. Et c'est sur cette note qu'on entame la dernière partie de l'épisode. On l'a compris, Olaf Scholz subit de nombreuses pressions depuis le début de la guerre, mais la coalition qu'il a menée au pouvoir est fondamentalement pro-européenne et elle a les mêmes objectifs que la France. Les objectifs, c'est d'avoir une Union européenne qui est forte, une Union européenne qui est capable de faire face à une nouvelle polarisation du monde. Il y a vraiment cette idée de rendre l'Union européenne plus forte aussi par rapport à deux blocs, les États-Unis et la Chine, avec une autosuffisance, des tendances à l'autosuffisance dans ces deux pays. Et donc l'Union européenne doit se montrer plus assertive face à ces nombreux défis. Donc je pense qu'on va dans le même sens, mais on est aussi conscient des différences qu'il peut y avoir et des différentes interprétations et des différents intérêts qu'il peut y avoir au sein de l'Union européenne. En tout cas, lors du dernier Conseil européen, l'Allemagne a donné des gages. L'Allemagne a également infléchi sa position en acceptant d'acheter de l'énergie en commun, ce qui est bienvenu par des plus petits États comme le Luxembourg ou l'Autriche qui ont du mal à négocier du fait de leur poids et de leur taille avec des plus grands acteurs énergétiques. Et donc cette taille critique de l'Union européenne peut les favoriser. C'est sur cette note positive que cet épisode touche à sa fin. D'après la France et l'Allemagne, leurs relations sont correctes. On verra si le couple tient bon. Merci à Marie Krpata pour son éclairage précieux. Si vous aimez le podcast, mettez-lui des étoiles sur Apple et sur Spotify. Trait d'Union, c'est un épisode par semaine et vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite.